Bonjour à toutes et à tous. Donc, on va passer au travers d'un exemple d'intégrale de surface. Un exemple complet, dans le sens qu'on va calculer des intégrales de surface pour différentes surfaces dans R3. Puis on va aussi construire une surface qui va être l'union de différentes surfaces qui va devenir l'enveloppe d'un solide. Puis ensuite, on va recalculer l'intégrale de surface, mais avec le fameux théorème de Gauss ou le théorème de divergence. Donc, notre exemple, on commence avec un champ vectoriel F qui est égal à xi plus yj plus 2zk. Notre première surface, S1, ça va être le graphe de la fonction f de xy est égal à 9 moins x au carré moins y au carré. On va juste regarder la portion qui est au-dessus du plan z égale à 5, puis cette surface-là va être orientée vers le haut. Donc, tant qu'être là, on va tout de suite calculer l'intégrale surface de S1 dans le champ vectoriel F. Donc, on va commencer avec l'exemple A. Donc, on a notre surface S1. Donc, moi, j'avais déjà prédessiné mes trucs, là. Donc, la surface du graphe 9... Donc 9 moins x au carré moins y au carré au-dessus du plan z égale à 5 va être donné par le graphe suivant. Donc on a une paraboloïde dont l'ordonnée qui croise l'axe des z à 9 qui est renversée vers le bas. Donc c'est la surface qui m'intéresse. C'est ce que je vais dessiner en orange. Là. Donc j'ai dessiné toutes mes surfaces pour mes trois trucs, mais on va juste faire ça pour commencer. Donc là, la portion du paraboloïde qui m'intéresse. Donc ça c'est la partie là, devant. J'ai la partie en arrière que je vais dessiner en double. Donc ça, c'est en arrière. Qu'est-ce qui se passe en arrière? Donc c'est orange foncé parce que c'est comme ça, on va être transparent en double. Puis on sait que c'est orienté vers le haut. Donc je vais dessiner mes orientations en espèce de mauve, là. Donc orienté vers le haut. Donc l'orientation va être donnée dans cette direction-là. Donc la première chose à faire, c'est de paramétrer la surface. Donc je vais suivre les 5 étapes. Là. Donc pour paramétrer la surface, la première chose qu'il faut réaliser, c'est qu'ici notre surface est donnée par le graphe d'une fonction. Donc on a une formule, entre guillemets, là, une manière de paramétrer rapidement la surface. Donc je vais utiliser R1. Puisqu'on est sur la première surface. Donc R1 va être donné par, c'est toujours donné, puisque ma surface est donnée par une fonction, donc c'est toujours x, i, plus y, j, plus zk, mais là le z c'est la fonction elle-même, donc le 9 moins x au carré, moins y au carré, k. Donc la paramétrisation est toujours la même, dès qu'on a le graphe d'une fonction, c'est toujours xi, plus yj, plus zk, ou ce que z, c'est donné par la formule. La deuxième étape, c'est de trouver le champ normal à cette surface-là. Encore une fois, j'utilise le truc qui vient du fait que ma surface provient du graphe d'une fonction. Donc la deuxième étape, c'est le champ normal. Pour le champ normal, lorsque notre surface, c'est le graphe d'une fonction, on calcule tout de suite la dérivée partielle f de x. Donc la dérivée partielle, dans ce cas-ci, c'est juste moins 2 x pour f de x, puis f de y, ça va être moins 2 y. Donc, notre champ normal, N1, ça va être donné par, donc c'est moins f de x, donc ça va être moins 2x, qui va donner 2x. I moins f de y qui est moins 2y qui va donner plus 2. YJ, c'est toujours plus 1k. Puis là, notre champ normal. Donc, puisque notre surface provient du graphe d'une fonction, puisqu'on a l'équation de la fonction, f de xy, on calcule f de x, f de y, puis le champ normal, c'est toujours moins f de x, i, moins f de yj, plus k. Le troisième point, c'est simplement s'assurer que notre champ normal est dans la même direction que la direction déterminée dans le problème. Donc, c'est le calcul du lambda. Donc, ici, moi, qu'est-ce que je vais me faire, c'est prendre un point que je peux bien visualiser sur le graphe. Donc, un point qui est facile à visualiser ou qui est relativement facile à visualiser, c'est qu'est-ce qui se passe au top de la courbe. Donc, si je prends le point où ce que le xy est donné par 0, je vais être direct au sommet de ma paraboloïde. Donc, avec x égale à y égale à 0, le vecteur correspondant, ça va être donné par... Donc, je vais exploiter mon x, y dans mon équation N1. Ça va me donner simplement le vecteur 0, 0, 1. Si je dessine le vecteur 0, 0, 1 sur mon graphe, ça va me donner la flèche suivante. Puis ici, je le vois, là, ce N1-là est dans la même direction que ma flèche en mauve. Donc, je sais que mon lambda va être égal à 1. Donc, je n'ai pas besoin de multiplier mon intégrale surface par moins 1. Tout est correct. La quatrième étape, c'est une étape purement algébrique où on va juste calculer le produit scalaire entre le champ vectoriel et notre N1. Donc, quatrième étape, c'est simplement f point N1. Donc, si notre f, c'est x, y, 2z, N1, fraîchement calculé, 2x, 2y, 2y et 1. Donc, si je développe mon expression, je vais avoir 2x au carré. Donc, 2x au carré. Plus 2y au carré, moins 2z. Puis on fait juste remplacer z par sa formule. Donc sa formule qui est 9 moins x au carré moins y au carré. Donc je vais avoir 2x au carré plus 2y au carré moins 2 fois, ouvre la parenthèse, 9 moins x au carré moins y au carré. Si je développe un peu, je vais avoir 2x au carré plus 2y au carré moins
c'est pas des moins, c'est des plus, excusez, plus 18 moins 2x au carré moins 2y au carré. Donc tout va se canceller, puis il va juste me rester un beau clean 18. Donc, il me reste juste à calculer mon intégrale double. Donc, ma dernière étape, étape 5. Donc, je veux l'intégrale double de mon produit scalaire entre f et n1 qui a été calculé comme étant 18. Donc, je vais être sur un certain domaine d'intégration que je vais appeler D, DA. Donc, si je dessine mon domaine d'intégration, ma surface, elle flotte au-dessus d'un cercle de rayon 2, centré à l'origine. Donc, si je le dessine en vert, donc je le colorie en vert, mon cercle de rayon 2 environ, là, centré à l'origine. Donc, la meilleure manière de calculer l'intégrale double sur un cercle, donc c'est un rectangle polaire, donc c'est avec les coordonnées polaires. Donc, mon intégrale va devenir l'intégrale entre 0 et 2π. Donc, ça, c'est pour mon θ, je fais le tour du cercle. Mon rayon part de l'origine jusqu'à l'extrémité du cercle de rayon 2, donc 18, puis le dA va devenir r, dr, dθ. Mon intégrale est séparable, donc je peux l'écrire comme l'intégrale entre 0 et 2π dθ fois l'intégrale entre 0 et 2 de 18r dr. Donc l'intégrale de dθ, l'intégrale de 1, c'est juste θ. Donc je vais avoir θ entre 0 et 2π fois l'intégrale de 18r qui va devenir 18r carré sur 2 ou 9r au carré entre 0 et 2. Pour la première intégrale, je vais avoir 2π moins 0 qui va me donner 2π. Et pour la deuxième intégrale, je vais avoir, lorsque je vais plier 2, je vais avoir 2 au carré fois 9 qui va me donner 36. Moins 0, puis 2π fois 36, ça va simplement me donner 72 pi. Donc j'ai mon résultat. Mon intégrale de surface sur le graphe de la fonction 9 moins x au carré moins y au carré au-dessus du plan z égale à 5 dans le champ vectoriel f est 72 pi. On peut maintenant faire la deuxième surface. Donc la deuxième surface S2, c'est la surface qui est la portion du cylindre x au carré plus y au carré égale à 4 entre les plans z égale à 1 et z égale à 5. Puis cette surface-là va être orientée vers l'extérieur. Okay, donc on va tout de suite aller calculer B, donc S2. Donc on va aller visualiser ce qui se passe. Donc je vous rappelle, S2, portion du cylindre entre z égale à 1 et z égale à 5, orientée vers l'extérieur. Donc, je vais d'abord dessiner cette surface-là. Donc ici, je suis vraiment juste dans mon cylindre, x au carré plus y au carré égale à 4. Donc ça, c'est simplement un cercle de rayon 2. Le cylindre lui-même serait un cercle de rayon 2 qui ferait un tube le long de l'axe des ailes, mais je vais juste garder la portion entre z égale à 5 et z égale à 1. Donc, ma surface que j'obtiens à la fin. Donc, si je fais colorer en... Qu'est-ce que je suppose que la surface est transparente, là. Donc, j'ai vraiment la surface extérieure. Puis on dit que c'est orienté vers l'extérieur. Donc, puisque c'est orienté vers l'extérieur, une manière de visualiser, je vais utiliser la même couleur que tantôt, là. L'extérieur, qu'est-ce que ça veut dire? J'ai une flèche qui pointe vers l'extérieur, dans cette direction ici. Donc, ça, c'est ma direction pour ma portion de cylindre, là, entre z égale à 1 et... z égale à 1 et z égale à 5. Donc, première étape, c'est de paramétrer. Donc, ma première étape, c'est de paramétrer ma surface. Donc, malheureusement, ici, là, la surface, c'est pas le graphe d'une fonction, donc on peut pas utiliser le premier truc. Par contre, un cylindre, la manière que moi j'aime le visualiser, c'est un cylindre là, qui est donné par x au carré plus y au carré égale à 4. Parce qu'on a des cercles qui sont empilés un par-dessus l'autre, entre z égale à 1 et z égale à 5. Donc, je vais simplement utiliser les mêmes idées qu'on utilise lorsqu'on paramètre un cercle dans un plan. Donc ici, ma paramétrisation, j'ai F2, sur la deuxième surface. Donc, lorsque je m'occupe du cercle, la coordonnée x, ça va toujours être le rayon fois cos θ, puis la coordonnée y, ça va être 2 sin θ. Donc vraiment, là, les deux premières coordonnées, je vais l'écrire en remarque, là, mais juste au-dessus, là, les deux premières coordonnées, leur équation, la manière que je vois, mais je vois comme étant simplement un cercle de rayon 2, centré à l'origine. Je vais pas l'écrire centré à l'origine, mais j'ai mon cercle de rayon 2. Puis la coordonnée z, ben, ça va être simplement donné par z, parce que le z, lui, je sais qu'il va varier entre, il est coincé, là, entre 1 et 5. Puis mon θ, puisque je fais le tour du cercle, il va être entre 0 et 2π. Donc ça, c'est pour ma paramétrisation de la deuxième surface, S2. Deuxième étape, c'est de calculer le champ normal. Donc pour lui, là, j'ai pas le choix de le faire au long. Donc pour lui, il faut que d'abord je calcule les dérivées partielles de mon R2. Donc la première dérivée partielle par rapport à θ. Donc si je dérive par rapport à θ, la dérivée de 2 cos θ, ça va être 2 moins 2 sin θ. Y, je vais avoir 2 cos θ. Puis la dérivée de z, ça va être simplement 0. Puis la dérivée partielle par rapport à z, donc mes deux variables sont θ et z maintenant, donc R2 z. Donc la dérivée de 2 cos θ, ça va être 0. La dérivée de 2 sin θ, ça va être 0. Puis la dérivée de z, c'est 1. Puis le champ normal, la manière qu'on calcule, c'est en calculant le produit croisé. Donc je calcule le produit croisé entre R2θ et R2z. Donc il y a plusieurs manières de calculer un produit croisé. Je vais vous expliquer comment moi je le fais. Mais vous pouvez faire vraiment ce que vous voulez. Donc la première coordonnée, ça va être donné par, je sais, de la couleur ici. Là, donc j'y vais avec mon 2 cos θ fois 1.
Donc, 2 cos θ fois 1, donc clairement, c'est le produit croisé, là. Donc, j'ai mon 2 cos θ fois 1, moins 0 fois 0. Donc, ça va me donner simplement 2 cos θ. Pour la coordonnée Y, donc, je vais simplement calculer le produit croisé entre, donc je fais 2, moins 2 sin θ fois 1, moins 0 fois 0. Il faut que je le fasse fois moins pour la coordonnée du centre, donc ici, ça va me donner 2 sin θ. Donc, je te rappelle, j'ai moins 2 sin θ fois 1, qui va donner moins 2 sin θ moins 0 fois moins 1, qui va donner 2 sin θ. Puis finalement, pour mon dernier produit croisé, je vais avoir 2 sin θ fois 0, moins 2 cos θ fois 0, qui va me donner simplement un beau 0. J'espère qu'il n'y aura pas trop de beurrage dans cette affaire. Donc, mon N1, mon N2, mon champ normal pour la deuxième surface, c'est 2 cos θ, 2 sin θ, 0. Donc, lui, j'ai pas le choix de faire au long. C'est probablement des trois surfaces, là, la question la plus difficile, parce qu'il faut, il n'y a pas de truc, il faut le faire au long. Donc, on a R2 qui dépend de θ et Z, tu calcules les dérivés partiels, R2 θ, R2 Z, tu fais le produit croisé. Comment tu calcules le produit croisé, je m'en fous, tant que tu calcules correctement. Donc, ma troisième étape, c'est juste de vérifier que mon champ normal est dans la même direction que ma surface. Ici, ma surface, la direction, c'est vers l'extérieur. Donc, le truc, c'est de prendre un point. Donc, toujours un point le plus facile possible. Donc, je vais prendre θ égale à 0 et Z égale à 1. Donc, si je calcule à ce point-là mon R2, donc, genre 2 fois cos de 0 qui va me donner 2, 2 fois sin de 0 qui va me donner 0, puis Z fois Z qui est égal à 1, donc il faut que je fasse 1. Donc, le point correspondant, c'est le point 2,0,1. Donc, sur ma surface, le point 2,0,1 est à peu près ici. La perspective n'est pas super bonne, là, mais là, mon point 2,0,1. Puis ensuite, si je calcule le vecteur normal, là, donc le N2 à ce point-là, donc la formule 2 fois cos de 0, ça va donner 2. 2 fois sin de 0, c'est 0, puis ensuite c'est 0. Donc, le vecteur N2, donc parallèle à l'axe des X, là, mon vecteur N2. Puis, qu'est-ce qui est important? Lorsque je dessine, c'est de voir est-ce que ce vecteur-là aussi, il est dans la même direction que ma surface. Donc, mon vecteur en mauve, mon vecteur en bleu, les deux vecteurs pointent vers l'extérieur du cylindre. Donc, je sais que je suis dans la bonne direction. Donc, ça va me donner que le lambda va être égal à 1. Donc, j'aurai pas besoin de multiplier là, mon intégrale double par moins 1. La quatrième étape, une étape purement algébrique, où on va calculer le produit scalaire entre f et n2. Donc, l'étape 4 va être f.n2. Donc, notre f, il faut changer là. Notre f qui est juste x, y, 2z. N2 qui est 2 cos θ, 2 sin θ et 0. Donc, si je développe mon expression, je vais avoir 2 fois x. Donc, je vais avoir 2x cos θ plus 2y sin θ plus 0 fois 2z qui est 0. Donc ici, là, maintenant, il faut se débarrasser du x et du y. Mes variables là, vont être θ et z. Donc ici, dans R2, j'ai mes définitions. Donc dans R2, là, je le vois, j'ai que mon x, c'est 2 cos θ. J'ai que mon y, c'est 2 sin θ. Donc vraiment ici, là, j'ai mes variables. Donc là, mon x, là, mon y. Donc dans mon équation, je me débarrasse du x par 2 cos θ. Donc mon équation va devenir 2x. Parce que le x, c'est 2 cos θ. Donc je vais avoir 2 fois 2 cos θ. Cos θ. Plus 2y qui va être 2 fois 2 sin θ, sin θ. Vous voyez où ce que ça s'en va, là, je vais avoir 4 cos carré plus 4 sin carré. 4 cos carré plus 4 sin carré, c'est un beau 4. C'est clean, c'est clean. Donc notre dernière étape, c'est simplement d'intégrer. Donc j'ai mon intégrale double sur un domaine d'intégration de la fonction 4. Donc, si je suis sur la surface latérale de cylindre, il n'y a pas vraiment de base en dessous. Donc, il faut simplement utiliser les bornes d'intégration données par notre paramétrisation initiale. Donc, on sait que θ est entre 0 et 2π, que z est entre 1 et 5. Donc, là, mes bornes d'intégration. Donc, je vais avoir l'intégrale entre 0 et 2π, l'intégrale entre 1 et 5 de 4 dz dθ, l'intégrale séparable. Donc, je vais avoir l'intégrale entre 0 et 2π dθ, pour l'intégrale entre 1 et 5 de 4 dz. L'intégrale de θ, c'est θ. Donc, je vais avoir θ entre 0 et 2π, qui va donner mon 2π classique. L'intégrale de 4 qui est jusqu'à z, entre 1 et 5. Là, si je fais les calculs, là, entre 2π et θ, ça va donner 2π moins 0 qui va donner 2π. Puis pour le 4z, je vais avoir 4 fois 5 qui est 20, moins 4 qui est 16. 16 fois 2π, ça va me donner un beau 32π. Donc là, ma réponse finale. Yeah! Finalement, la troisième surface, S3, ça va être le cercle. Okay? Le cercle est son intérieur, donc x au carré plus y au carré plus y égale à 4, dans le plan z égale à 1. Donc dans le cercle, là, si on veut, le rayon 2 qui flotte, dans le plan z égale à 1, qui est orienté vers le bas. Donc, S3, le cercle, dans le plan
orienté vers le bas. On va commencer par dessiner l'orientation. Donc, je vais commencer par dessiner de quoi qu'on parle. Donc, on parle du cercle, là. Donc vraiment, j'ai mon cercle de rayon 2. Je regarde juste la portion, là. J'ai un cercle de rayon 2, mais ce cercle de rayon 2-là, il est dans le plan Z égale à 1, puis on nous donne que l'orientation, c'est vers le bas. Donc, si je prends un vecteur quelconque sur la surface, il est orienté vers le bas. Donc là, la direction du cercle, vers le bas. Donc, la première étape, comme d'habitude, c'est de paramétriser. Donc, R3. Donc, si j'ai l'intérieur d'un cercle de rayon 2. Donc, la première partie, je vais avoir mon cercle paramétrisé par R cos θ. Faites attention, là, ici, c'est vraiment R cos θ, pas 2 cos θ, parce que je suis pas juste sur l'extérieur du cercle. Je veux calculer tous les cercles, si on veut concentrer que de l'extérieur jusqu'au centre. Donc, le R va varier entre 0 et 2. Donc, j'ai R cos θ, R sin θ. Mais la coordonnée Z, elle, puisqu'on est dans le plan, Z égale à 1 va toujours être 1. Donc, ici, notre θ est entre 0 et 2π, puis notre R est entre 0 et 2. Donc là, la paramétrisation de mon cercle de rayon 2. Donc quand je dis cercle, le disque, si on veut, de rayon 2. La deuxième étape, c'est de trouver un champ normal. Donc on sait ici, pour un champ normal, donc pour N3, dès que j'ai une région à l'intérieur d'un plan, soit parallèle à l'axe X, Y, parallèle à XZ ou YZ, notre champ normal, c'est simplement soit 001, 010 ou 0 1, 0, 0. Donc, c'est un des vecteurs unitaires. Donc, ici, puisque je suis dans Z égale à 1, un bon choix, c'est 0, 0, 1. Donc, ça va être mon champ normal. Donc, si je le dessine, moi, je peux le dessiner à n'importe où. Donc, pour n'importe quel point à l'intérieur du cercle, je peux prendre un vecteur normal. Je peux dessiner un vecteur normal, N3. Donc, 0, 0, 1. Donc ça va régler en même temps mon troisième point. C'est quoi mon lambda? Ici, je le vois tout de suite là, en dessinant vu que j'ai déjà dessiné mon champ normal. Mon vecteur N3 il est dans la direction opposée du disque. Donc si le lambda, j'ai rien à faire, là, aucun calcul, le lambda est égal à moins 1. Il va falloir que je multiplie mon intégrale 2 par moins 1 pour avoir la bonne réponse, pour avoir le flux dans le bon sens. Quatrième étape, c'est simplement faire le produit vectoriel, donc entre F et N3. Donc, mon F, qui est toujours, c'est le même que tantôt, X, Y, de Z, produit scalaire avec 0, 0, 1. Vous pourrez multiplier par lambda ici, là, tout de suite, si vous voulez, par moyen, ça n'a pas vraiment d'importance, parce que peu importe, moi je vais faire après. Donc, si j'ai mon produit scalaire, il va juste me rester 2Z, mais là, ici, on sait que le Z, dans ma question, on sait que le Z, si je regarde dans mon équation, R1, R3, le Z est égal à 1, donc je peux simplifier mon produit scalaire comme étant 2 fois 1, donc 2 fois 1, qui se simplifie un beau 2. Donc, dernière étape, c'est simplement de calculer mon intégrale double, donc étape 5. Donc, si j'ai un moins 1, mon lambda est moins 1, donc c'est le premier exemple comme ça que j'ai. Donc, j'ai l'intégrale sur mon domaine de la fonction 2. Ici, mon domaine, si je le dessine en vert, si je le regarde en vert, ici, c'est toujours mon cercle de rayon 2. Donc, c'est le même que j'avais pour ma surface S1. Donc, ça va être encore une intégrale double, où ce que je vais avoir des bornes, où ce que ma région, c'est un rectangle polaire, donc je vais utiliser les coordonnées polaires pour résoudre mon truc. Donc, mon intégrale double va devenir moins 1 fois l'intégrale entre 0 et 2π, l'intégrale entre 0 et 2, 2r, dr, dθ, qui va devenir moins l'intégrale entre 0 et 2π dθ fois l'intégrale de 2r entre 0 et 2 dr. Puis le tout va devenir, donc l'intégrale de θ c'est juste θ, donc je vais avoir θ entre 0 et 2π, je vais avoir r, 2r va devenir r au carré entre 0 et 2, donc je vais avoir 2π moins 0 qui va être 2π, fois 2 au carré moins 0 qui est fois 4, j'ai oublié mes moins, donc moins, je vais juste rajouter mon moins, je l'ai oublié ici, avant. Moins, donc il va devenir égal à moins 8π. Donc, grosse différence, là, celui-là, hein, faut pas oublier le lambda, parfois il faut multiplier par moins 1, notre réponse. Donc, mon flux sur S3, c'est moins 8π. Je vous rappelle un moins, ici, ça veut simplement dire, c'est la direction, donc puisqu'il est orienté vers le bas, le moins veut dire qu'on y va dans la direction opposée, donc dans la même direction que S3. Donc maintenant, je vais créer ma grosse surface où je vais aller coller ensemble S1, S2 puis S3. Je vais créer la surface S. Donc vraiment, ici, qu'est-ce que je vais faire, c'est que je vais colorier S1 à nouveau, comme tantôt. Donc S1 qui était la portion qui suivait la paraboloïde 9 moins x au carré moins y au carré au-dessus du plan Z égale à 5. Ensuite, j'avais la surface latérale de mon cylindre x au carré plus y au carré plus c égale à
non, égal à 4. Puis j'avais mon disque en bas, là, donc mon disque de rayon 2. Donc, ces trois surfaces-là ensemble vont venir créer un solide. Puis qu'est-ce que je vais faire, c'est je vais utiliser le théorème de Gauss pour calculer l'intégrale de surface au travers de S comme une intégrale triple sur la région que j'ai dessinée en rose, qui ressemble à une balle de fusil, en utilisant le théorème de Gauss. Donc, première chose qu'on peut calculer, c'est la divergence de F. Donc, si je note mes trucs, donc la fonction P pour F, c'est simplement la fonction X. Donc, sa dérivée partielle par rapport à X. La dérivée de X, c'est simplement 1. La fonction Q, c'est l'équation devant J, qui est juste Y. La dérivée partielle par rapport à Y de Q, c'est aussi 1. Puis la fonction R, qui est la fonction devant le K, qui est 2Z, que je dérive par rapport à Z. Donc, RZ, il va être égal à 2. Donc, la divergence de F, c'est simplement 1 plus 1 plus 2, qui est égal à 4. Donc, première chose, quand on voit que notre surface enveloppe un solide, on calcule la divergence de F, c'est trois petites dérivées partielles. Donc, on a PQR qui définit notre champ vectoriel, on calcule PX, QY et RZ, on additionne le tout de la divergence des points faciles. Donc, mon solide flotte au-dessus d'un cercle de rayon 2, ou indice de rayon 2. Donc ça me donne l'intuition que mon solide, la meilleure manière de le décrire, c'est probablement avec les coordonnées cylindriques. Donc, en coordonnées cylindriques, mon solide, que je vais appeler E, mon solide E. Donc, si je commence avec θ, je vois que j'ai un solide qui tourne autour de l'axe des Z. Donc, mon θ va être entre 0 et 2 pi. Ensuite, je vais faire mon R qui va être entre 0 et 2. Donc, le θ et le R, donc la manière qu'on trouve leur borne, c'est simplement en utilisant le domaine. Là, donc, ici, mon cercle de mon disque de rayon 2. Puis finalement, le Z va être entre quoi? Bien, il est entre le paraboloïde, donc le top de E. Donc, le Z qui est le top, c'est 9 moins x au carré moins y au carré. En coordonnées cylindriques, le moins x au carré moins y au carré va devenir moins r au carré. Donc, je vais avoir 9 moins r au carré. Donc, ça, c'est la partie supérieure. Puis la partie inférieure, ben, c'est le disque en dessous qui est simplement donné par l'équation Z égale à 1. Donc, j'ai rien à faire. Donc, ici, mon Z, lui, il est borné entre. Borne inférieure, c'est 1. Borne supérieure, c'est 9 moins r au carré. Donc, ça va me donner ma description de mon E. Donc, mon intégrale triple, mon intégrale de surface pesée sur S, F ds, donc par le théorème de Gauss, ça va être égal à l'intégrale triple sur le solide E de la divergence qui a été calculée comme étant 4 dv. Donc, on transforme notre intégrale de surface en une intégrale triple. Si j'écris mon intégrale triple en coordonnées cylindriques, cette intégrale-là va devenir l'intégrale suivante. Donc, je vais avoir les bornes. Donc, je vais en coordonnées cylindriques, donc mes angles. Mon angle θ est entre 0 et 2 pi. Mon R, donc j'utilise mon D là pour celui-là, mon R est entre 0 et 2. Mes bornes en Z, en bas c'est 1, en haut c'est 9 moins R au carré. La fonction c'est 4, la divergence c'est 4. R, dz, dr, dθ. Ici, là, la vidéo commence à être longue, là, donc je vais vous épargner les calculs, essayez-le chez vous, mais si vous faites votre intégrale triple, vous pouvez voir que ça vous donne un beau 96 pi. Puis bien sûr, qu'est-ce qui est le fun avec cette question-là, donc juste en remarque, là, donc les résultats qu'on a obtenus tantôt, on avait que S1, donc juste en remarque là, que je vais faire ici, là, remarque. Si je regarde le résultat que j'ai obtenu en 1, j'avais eu que mon intégrale de surface était 72 pi. La deuxième intégrale sur S2, on a trouvé que c'était 32 pi. Puis la dernière intégrale sur S3, on a trouvé que c'était moins 8 pi. Puis bien sûr, si tu additionnes le tout, ça va te donner 96 pi. Donc, c'est bien sûr là, la beauté des choses. Là. Donc, c'est vraiment le théorème de Gauss, c'est un peu comme le théorème de Green. Là. Donc, si t'enveloppes, le théorème de Green, là, si t'enveloppes, si tes courbes enveloppent une région dans le plan, tu l'as réécrit ton intégrale curviligne comme une intégrale double. Puis ici, l'intégrale de surface, c'est des surfaces qui entourent un volume, mais tu peux la réécrire comme une intégrale triple. Et voilà, c'est tout. Bye là.